Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera entièrement consacrée à nos prédictions pour 2021. Et qui sera la star cette année? Est-ce que ça sera encore Naruto? Est-ce que ça pourrait être Izuku? Ou est-ce que ça pourrait pas être Emma? Pourquoi pas, hein, c'est la fin. Ou, attendez, le retour de Luffy. Ouh là là. Oui, carrément quoi. Ou sinon, il y a Tanjiro qui peut nous la faire comme au Japon. Et détruire tous les autres bons bouquins. Sinon, moi j'ai une autre idée. Et si la star c'était notre porte-monnaie et nos cartes bleues? Vous avez vu le nombre de gros titres encore qui sortent cette année? Sachant que là on vient de passer une année et on a fait deux émissions en disant que et on a vraiment eu beaucoup de titres qui nous ont plu dans les nouveautés l'année dernière, que il y avait déjà de toute façon des hits encore avant. Et aucun ne s'arrête. On fait quoi là? Comment on gère cet argent? Non, moi j'ai l'impression que 2021 ça va être du lourd, du très très lourd. Non mais comment on va réussir à c'est très dépenser simple. C'est très simple. Suffisamment d'argent et à tout lire? Moi j'ai calculé qu'avec un nouveau confinement et 300... combien de jours? 36 jours, on peut s'en sortir. 36 jours de confinement, on peut faire assez d'économies pour acheter toutes les bombes de 2021. Ah oui, d'accord, ouais, ça c'est pas bête. Ouais, donc le confinement, mais tu pars du principe qu'avec le confinement, tu dépenses moins. Ah bah oui. D'accord, c'est évident. Parce que tu sors beaucoup, toi. Bah oui. Là, tu vas être tellement non, riche. mais vous verrez, voilà, je prédis confinement, 36 jours et bim. Confinement égale économie. Très bien, merci Johnny. On fait le point sur les nouveautés manga de 2021 dans cette émission. Alors restez là pour la 5ème de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Rebonjour, re-bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous écouter, de nous encourager à poursuivre une année encore cette émission. Nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas de 2021. Toutes les nouveautés. Ouais. Oui. Oh, il y en a beaucoup trop. Toutes? Non. Seulement une cinquantaine résiste encore et toujours à l'envers. Non, seulement une cinquantaine. Oui, parce que très sérieusement, on a dû faire un tri. On dépasse à peine les 5-6 premiers mois et on a préparé cette émission début janvier. Donc depuis, il y a eu des nouvelles annonces de sorties qui sont arrivées. Donc on vous laisse imaginer le nombre de nouveautés qu'il va y avoir cette année. Et là, on en a retenu une cinquantaine, quoi. Ouais. Voilà, c'est une avalanche, c'est malade. Ça va être une indigestion cette émission. C'est ça. Pour débroussailler, donc cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Julie et Johnny. Bonjour, comment allez-vous? Hello. Les 2 J, on est là. Les 2 J, c'est vrai, les 2 J. Et de manière très exceptionnelle, nous avons l'un de nos camarades au téléphone. Salut Robin. Salut à vous. Comment ça se passe, cette quarantaine? Bonjour Robin, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être un auditeur de Radio Libre. J'ai une question pour le présentateur. Oui, dites-nous. La valise. Ce n'est pas sale, Robin, ce n'est pas sale. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc t'es cas contact, t'es confiné, t'es en quarantaine. Exactement, je suis isolé chez moi. J'aurais été ravi de vous rejoindre en personne, mais le bon sens me conseille de rester chez moi. Est-ce que t'en profites pour lire plus de bouquins? Ouais, je lis un peu, je joue un peu aux jeux vidéo aussi parce que j'aime bien ça et j'ai souvent pas le temps de le faire. Donc quand on est isolé, on a le temps. C'est une bonne idée. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Ça c'est sur Facebook, la 5ème de couvre sur Twitter. Espace manga, hashtag 5DC sur YouTube, la 5ème de couvre sur Instagram. Merci de réagir sur les réseaux sociaux. Comment va se passer cette émission? Donc, eh bien on va lister les mangas, tous les mangas à venir cette année, enfin une cinquantaine, hein. On a essayé de vous éclairer, on va essayer de vous éclairer un petit peu dessus, histoire que vous puissiez faire vous, vos propres prévisions. Évidemment, on sera pas à l'abri de coups de cœur, là c'est juste une sélection, c'est pas du tout exhaustif, donc voilà, on commence par exemple par une dizaine de titres qui risquent de faire grand bruit cette année, et c'est même moi qui vais commencer par le premier d'entre tous, Blue Period. Pourquoi on commence par Blue Period? Parce qu'il fait partie de ces mangas qui ont déjà fait parler de lui. Parce que d'une, il est déjà sorti. Ouais. Bon, ça aide aussi à faire parler de lui. Et puis parce que, il y a une... comment dire, un engouement. Un engouement assez immédiat de tous ceux qui ont pu le lire. Blue Period, c'est donc le manga qui fait parler de lui. Ce titre a l'air d'avoir convaincu absolument tout le monde. Et moi, je pensais qu'il allait convaincre que certains initiés.
je me suis dit non mais le titre est super mais ça va pas plaire plus que ça quoi. T'avais pas misé dessus. Non. Et au Japon pourtant il a remporté une ribambelle de prix, Taisho Awards, Kodansha Awards par exemple. Il a été sélectionné au Tezuka, il a été 4ème je crois au Kono Manga Gasugoi. Enfin c'est un titre très, très apprécié. Et je me suis dit super, bonne nouvelle qu'il sorte en France mais voilà ça fera pas un énorme carton et j'ai l'impression que pour l'instant en tout cas sur l'écho médiatique je me suis trompé. De quoi ça parle? C'est un lycéen qui fait tout pour ne pas avoir l'air étrange ou différent. Il traîne avec ses copains pour faire un peu comme eux, quitte à parfois sécher les cours, mais il travaille suffisamment pour avoir des bonnes notes et un bulletin scolaire convenable pour aller à la fac, et il a pas vraiment d'ambition ni de passion particulière. Et au moment où il faut mettre par écrit ses souhaits d'orientation, vous savez, au lycée, il y a une chose qui bouleverse la vie du garçon, c'est la vision d'une peinture qui va éveiller en lui un talent et un instinct artistique que lui-même ne soupçonnait pas. Et à partir de ce moment-là, il va découvrir que le dessin est pour lui un fantastique moyen d'expression. Et pour une fois, il va vraiment affirmer ses différences, et il va se lancer avec passion dans les arts plastiques. Et c'est Blue Period, un titre qui dénote vraiment. Il y a la couverture qui dénote. Le dessin du manga dénote, le sujet dénote aussi, tu vois, la passion pour l'art, ça dénote, c'est pas non plus très très commun. On parle de dessin, on parle de peinture à l'huile, on parle de dessin d'observation, on parle aussi d'école d'art au Japon. Limite, ça on est presque classique du manga, neketsu-esque quand on parle d'école d'art, puisqu'en fait, la manière dont c'est présenté, il y a des schémas. Alors ça, c'est la meilleure école d'art, mais pour accéder à cette meilleure école d'art, il faut faire cette prépa, et ainsi de suite. Bon, on a l'impression d'être dans un tournoi, d'être dans un tournoi avec des stratégies, mais vraiment. Et cette école est meilleure si tu veux faire ça et ainsi de suite. Enfin, vraiment, on avait l'impression d'être dans un manga de combat, mais sauf que là, on est dans la passion pour l'art. Donc voilà, premier manga sur lequel j'attire l'attention de tout le monde, de nos auditeurs, c'est Blue Period, signé Tsubasa Yamaguchi. Il y a le tome 1 qui est déjà dispo, c'est aux éditions Pika. Et en plus, on vient d'annoncer une adaptation animée pour Blue Period. Manga suivant, parce que je vous l'ai dit, on va essayer de faire assez vite. Demon Slave. Le gars enchaîne direct. J'enchaîne direct avec toi, Joe. Demon Slave. Oh là 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 là. Demon Slave, alors c'est attendu chez Kurokawa. Scénario de Takahiro qui était déjà connu chez Kurokawa avec Red Eyes Sword Akagame ga Kill. Que j'adore. Qu'il adore, mais du coup, dont la traduction est fausse parce que Akagame ga Kill, c'est les yeux rouges tuent. Et on a traduit ça par Red Eye Sword. Rien à voir. Ces gens qui ont fait la traduction, mais je vais changer ça. Mais c'est juste que ça sonne mieux, tu sais. Tu t'en rends compte. Ouais. Bon, en tout cas, lui, il faisait le scénario et le dessin, c'est Yohei Takemura, inconnu en France. 6 tomes au Japon, prépublié dans Shonen Jump Plus, pardon. Et donc en ligne depuis 2019, donc c'est assez récent. Et là, ça va sortir en France à partir de février en papier et en numérique. Attention. Et j'ai l'impression là aussi qu'il y a un peu d'attente quand même sur Demon Slave. Alors, il y a pas mal d'attente. De toute façon, Red Eye Sword était quand même assez publicité en France. C'était assez populaire. C'était pas un One Piece, mais quand même, il y avait des très bonnes ventes. Et là, avec Demon Slave, je pense qu'il reprend un petit peu la route. Alors, on a une histoire un peu basique. On va suivre Yuki qui va... En fait, il y a une dimension parallèle qui existe, qui s'appelle la dimension Mato, et qui peut apparaître n'importe quand. Et tout d'un coup, là, on va avoir un petit jeune étudiant qui va tomber là-dedans, qui va être sauvé par une femme. Mais pour être sauvé, il va devoir devenir son esclave parce qu'il va se transformer en un monstre fou avec des pouvoirs, etc. Voilà. J'ai un peu abrégé, c'est incompréhensible, mais quand vous lirez, vous verrez, ça sera compréhensible. Parce qu'il y a une histoire de... en fait, dans ce monde-là, c'est les femmes qui ont le pouvoir parce que elles mangent une pêche et avec la pêche, elles ont des pouvoirs. Mais les hommes, s'ils mangent une pêche, c'est bon, mais c'est tout. Ça a juste un bon goût. Mais du coup, voilà, vous le lirez. En tout cas, moi, ce que j'ai lu le premier titre. Non, parce que oui, je l'ai lu, donc je peux donner mon avis. Et ben, je peux vous dire que c'est un croisement chelou entre Bleach et Lovina. Alors, mais vraiment, hein. En gros, je dis Lovina parce que le héros il va devenir concierge d'une auberge remplie de femmes combattantes, un classique du RM, et Bleach parce que la dimension fantastique où ils sont transportés, la dimension démoniaque, et ben ça ressemble beaucoup à l'Ueku Mondo. Et d'ailleurs, les monstres ressemblent beaucoup au lot standard de Bleach. Bref, ça sent le combat avec l'évolution de pouvoir à plein nez et de la puissance en veux-tu en voilà. Attention, côté ecchi assuré. C'est clair. Demon Slave donc, aux éditions Kurokawa. Du ecchi, il y en a dans un autre titre, Johnny, non ? Oui, beaucoup plus dans celui-ci que dans Demon Slave, j'ai envie de dire. On parle de Grand Blue, grosse attente. Hein. Et je continue sur Grand Blue, oui, de l'éditeur Meian, qui est une grosse attente,
qui a fait beaucoup parler de lui au Japon. En quelques mots, c'est un seinen de Yoshioka Kimitake qui est au dessin, et au scénario Inoue Kenji qui est notamment le scénariste d'anime pour divers spin-offs de Fate Night, et il a fait aussi Grand Blue d'ailleurs, qui est publié donc chez Kodansha dans le magazine Good Afternoon. Et Good Afternoon, c'est Drifting Dragons et Ajin par exemple. Mais rien à voir avec Ajin et Drifting Dragons, parce que là on est vraiment dans la comédie pure, un truc vraiment déluré, et du ecchi bien entendu, parce que on va suivre l'histoire de Yori Kitahara qui va se retrouver dans une petite ville d'Izu au bord de mer. Il voulait finir ses études à l'université, mais c'était sans compter ses nouveaux camarades nudistes et alcooliques qui vont l'enrôler dans leur club de plongée, alors que Yori, en plus, il sait même pas nager. Donc tout ça, déjà je vous ai dit les mots alcool et nudisme, et voilà, ça résume un peu la série, mais c'est très comédie, très school life. C'est vraiment, de toute façon, c'est un club de plongée, donc ils sont la moitié du temps à poil, c'est de la pure détente. Voilà, que dire. Que c'est une grosse attente, et au moment où ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, ça a été une explosion de joie de gens qui harcelaient tous les éditeurs sur internet pour leur dire s'il vous plaît sortez Grand Blue, parce qu'il est sorti il y a un moment quoi. Ah oui, il est sorti depuis 2014 au Japon, et surtout il y a 17 tomes aujourd'hui, donc c'était vraiment ça continue. Et en 2018 il y a eu un anime qui est sorti d'ailleurs rapidement après, Grand Blue Dreaming, et qui est disponible sur Amazon Prime, si vous avez des abonnements, allez-y. Et même l'été dernier il y a eu un film live qui est sorti au Japon. Bon là on l'a pas encore adapté. Grand Blue aux éditions Meian, ça aussi c'est une grosse attente. L'autre attente qui est aussi importante en ce début d'année, c'est le nouveau Tite Kubo, Robin. Bah oui, Burn the Witch, grosse attente chez Glénat cette année, donc grosse attente parce que c'est le nouveau titre de Tite Kubo, l'auteur de Bleach, donc c'est un euphémisme de dire qu'on l'attend. On va retrouver un peu, on va dire qu'en gros en termes d'univers, on va retrouver un peu les marottes de Tite Kubo. A priori, c'est entre un monde réel et un monde imaginaire. On a des références à la musique avec des titres de chapitres, ou même rien que le titre du manga qui fait penser à des morceaux de musique, puisque Burn the Witch c'est un morceau de Radiohead. On a le super dessin de Tite Kubo. En fait, ce qui est génial en voyant les pages de Burn the Witch, c'est que on voit que Tite Kubo c'est un auteur avec un grand A, puisque dès la première page on reconnaît que c'est un manga de lui, tu vois. C'est vraiment ça, c'est super agréable de retrouver ça. Après, en termes de publication, c'est un manga qui pour l'instant est un one shot, mais un one shot est plus si affinité, puisqu'a priori celui-ci s'est terminé au Japon sur à suivre un petit peu mystérieux, donc on sait pas trop quel va être le destin de ce manga. On sait même pas, moi j'ai pas encore lu le tome 1, donc j'ai juste feuilleté les pages, donc je sais même pas si c'est une histoire qui se conclut, si c'est une vraie suite. Il y a également une adaptation animée et tout, donc en fait on sait pas si on a affaire à une espèce de one shot par Tite Kubo ou si c'est le début d'une nouvelle licence. Enfin, toujours est-il que de toute manière c'est un truc qu'on attend avec impatience. Avec un chapitre qui était sorti tout seul il y a plusieurs années, quand Johnny était au Japon d'ailleurs. C'était très bizarre. Ouais, moi j'étais là pour la sortie, c'était en 2018, je me rappelle bien, parce que j'avais vu l'expo aussi de Bleach. D'ailleurs j'avais vu les planches en vrai de Bleach, et honnêtement c'est la première fois où tu ressens une puissance Neketsu dans les planches. Et c'est con de dire ça, mais si un mec m'avait dit ça, et je lui aurais fait mais espèce de mytho. Mais le fait de l'avoir vu en vrai, je peux que comprendre maintenant les gens qui, devant une toile ou une œuvre d'art, ressentent une puissance d'une œuvre, parce que comme dans Blue Period. Voilà, sérieusement, le Tite Kubo dans ses planches, c'était ouf. J'ai vu les planches de Naruto et de DBZ, j'ai pas eu la même impression, et je pense qu'il y en a qui ont cette impression-là. Mais moi, Bleach m'a fait un effet où je me suis dit, il est radical dans son trait. Mais c'était un truc de fou. Et je pense que si tu le vis pas, tu peux pas le savoir. Mais j'avais vu Burn the Witch, et clairement, c'est Tite Kubo, c'est puissant. Et puis ils avaient bien combiné leur affaire, puisque il y a l'animé Burn the Witch qui est sorti en même temps que le nouveau manga dans le Jump, donc tout était prévu quoi. Ouais. Animé qui est d'ores et déjà disponible en France. Burn the Witch, tu voulais rajouter autre chose, Robin ? Non, si vous aimez Tite Kubo, que vous aimez la magie et les beaux dessins, allez-y. Et la couverture est bien la couverture rouge, contrairement à ce qui est plus circulé sur internet. Surtout que c'est ironique, puisque sur la couverture c'est écrit Don't judge a book by its cover. Oui. C'est marrant que tout le monde se soit excité sur la couverture. Tu crois que ça a été fait exprès ? Je ne sais pas. Ce sera un coup de com' assez bon. En fait. Incroyable coup de com'.
Manga suivant, lui aussi il existe déjà en animé, c'est Rent a Girlfriend. Ce manga vous le connaissez donc peut-être de nom. La première saison de l'animé est dispo en France depuis déjà de très nombreux mois, depuis quelques mois. Cette adaptation elle a plutôt bien fonctionné, elle m'a beaucoup fait rire en l'occurrence, sachant que le début est quasi copié-collé du manga en plus, donc voilà. En revanche, le manga avance un petit peu plus vite et l'histoire elle commence par l'échec sentimental de Kazuya qui vient de se faire durement larguer, mais bien salement. Et alors qu'il se pense totalement perdu pour la cause amoureuse, il décide de louer une petite amie. Parce qu'en fait, grâce à la nouvelle application c'est pendant une sorte de moment de désespoir et au moment où il imaginait son ex petite copine avoir déjà retrouvé l'idylle. Donc tu vois l'espèce d'imagination un peu chelou. Et là il tombe sur cette nouvelle, la parano, et il tombe sur cette nouvelle appli. Et l'appli elle propose d'obtenir un rendez-vous platonique, attention, avec une fille qui va jouer, je fais des guillemets avec mes doigts, le rôle de la petite amie pour une durée convenue. Donc il va commander, je fais encore des guillemets avec mes doigts. Il paye quoi. Il va commander Chizuru. Mais juste pour faire semblant d'être sa petite amie pendant une demi-journée. Non, pas du tout. Et elle s'implique tellement que lui, il va même croire qu'il se passe quelque chose entre eux, tu vois. Ah là là. Et il va presque tomber amoureux quasi immédiatement. En tout cas, il se pose des questions. Mais sauf que pour elle, c'est juste un travail. Tandis que pour lui, c'est peut-être déjà des sentiments. Aïe aïe aïe. Ouais, mais c'est comme les serveuses dans les mets de café, quoi. C'est la même chose. Ouais, c'est dans cet esprit. Et c'est comme ça que va démarrer la relation qui risque d'être coûteuse pour l'un comme pour l'autre, mais dans tous les sens du terme, puisqu'à chaque fois qu'il la loue, il la paye. Mais à chaque fois il lui arrive des galères, puisque évidemment d'autres personnages vont entrer dans le jeu, je vous en dis pas plus, hein. Et eux ils payent pas, hein. Non, et ça va évidemment jouer sur des quiproquos. Et puis l'auteur il a su créer des personnages très drôles, d'autres jeunes femmes bien évidemment, l'ex-petite amie, une autre petite amie à louer, et ainsi de suite. Beau bordel en beau bordel, ouais. Mais voilà, et les personnages sont super touchants parce qu'en fait ils ont des vraies faiblesses crédibles au milieu de situations complètement improbables. Et c'est ça qui fait la force de Rent a Girlfriend, un manga donc de Reiji Miyajima. Ça sort chez NWV Graphics le 26 février et croyez-moi, si vous êtes fan de rom-com, eh bien vous devez attendre Rent a Girlfriend, c'est sûr et certain. Il a été méga populaire au Japon là, on a en plus pas mal de tomes avec l'anime et ça a démultiplié mais carrément la popularité. Et il y a des produits dérivés dans beaucoup de boutiques de Akihabara. Et c'est pour ça que lui il est vraiment attendu en France, ce qui est assez incroyable que ce soit un nouvel éditeur qui l'ait. Alors c'est pas un nouvel éditeur, c'est un nouvel éditeur de manga. Mais comme ils ont des équipes japonaises dans leur staff, ça peut aider aussi, mais effectivement. Non, mais c'est vrai que sur le marché de l'achat de la licence, généralement quand t'es pas connu, un titre comme ça qui est super fort, où tu sais que ça va être. On te le confie pas, je suis d'accord. On va être réticent en tout cas. Et là, clairement, on donne ça à cet éditeur de manga qui est fraîchement arrivé sur le marché du manga. C'est une belle promesse. Surtout qu'en général, pour tout vous dire, quand un éditeur comme Kodansha ouvre ses droits pour que les éditeurs étrangers leur achètent des licences, le droit de faire les mangas dans leur langue, de les adapter, face aux nouveaux, en général, c'est non. Oui. Bah oui. Tu sais, c'est même pas oui, vous êtes qui, combien vous donnez d'argent. Non, c'est non. On vous connaît pas, donc on vous aime pas. Classique. Moi non plus, quand je connais pas quelqu'un, en général, je n'aime pas, tu vois. Voilà, on est prévenu. Sauf s'il écoute la 5ème de couvre. Ah bah oui. Alors là, c'est différent. Manga suivant, on va passer chez Shueisha, justement, on va passer dans le Weekly Shonen Jump. Oui, la première grosse série du Jump à sortir en France cette année. Mission Yozakura Family. Non pas que Burn the Witch, c'est pas une grosse série, Robin. C'est Tite Kubo. C'est pas une grande série déjà. Mais c'est pas une. Pas si c'est une série. Voilà, c'est pas une série à proprement parler. Donc forcément, c'est pour ça que je dis que Mission Yozakura Family, c'est la première grosse série du Jump à sortir en France cette année. Yozakura, c'est pour moi dans l'esprit de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai vu. Un héritier, un véritable héritier d'Assassination Classroom. Et il est donc facile de penser que si on aime As-Class, on aime Yozakura. Voilà, c'est un peu facile à envoyer comme ça, mais c'est le sentiment que j'ai, et j'ai l'impression de ne pas être le seul à partager ce sentiment. D'accord. C'est une série qui est prépubliée depuis déjà plus d'1 an au Japon, souvent top 10 du Jump. Alors oui, c'est pas top 5 régulier. Mais il est bon, il a des bonnes constantes quoi. Mais voilà, faut déjà être régulièrement dans le top 10. Elle a même déjà été top 5 et surtout elle a un petit début de longévité, tu vois, déjà 6 tomes, donc ça commence à faire un petit peu.
L'histoire. On se retrouve dans une famille d'espions. Coucou Spy Family. Mais c'est un autre genre d'espion. Là, on est plutôt du côté des fous furieux un peu psycho, tu sais. C'est qu'on tout le temps des guns sur eux. Et puis, c'est ça, ouais. Ce genre d'espion-là. Ouais. Le héros s'appelle Taiyo Asano et pour une raison que je vais garder secrète, parce que j'ai envie de laisser la surprise, l'orphelin va intégrer la famille Yozakura. Mais là, on se pose la question de son intégration. Non, on se pose pas tant la question de son intégration, comment dire. On va se poser la question de sa survie dans cette famille. Parce que la famille est très très dangereuse. Je vous ai dit, ce sont des fous furieux. Donc il va falloir sur le fil. Hein. Oui, et ils ont tous certaines habiletés. Sauf que lui, non. Voilà. Et puis il y a une petite histoire amoureuse au milieu, petite romance. Enfin bref, je veux pas en dire trop pour laisser la surprise au lecteur. Au moment de la découverte du tome 1, l'auteur c'est Itsuji Gondaira. Ça va arriver vite ce manga puisque ça sort tout début mars. Et le temps que là notre émission sorte, machin, bon voilà, dans un mois vous l'avez ce bouquin. Et je pense que vous allez voir de la pub un petit peu partout pour Mission Yozakura Family. Donc, il sort chez Kana. C'est un manga du Weekly Shonen Jump. Ouais. Donc normalement il y a moyen que ça fasse parler comme il faut. Mission Yozakura, on en reparlera. Et le manga suivant, c'est le tien, Julie. On repart chez Kodansha. Non, on reste chez Shueisha, je dis des bêtises. Oui, c'est Shueisha. Non, on reste encore, mais c'est pas du Jump. Non. Et il s'agit donc de Kaguya-sama, Love is War. Donc bon, ça annonce la couleur. Je dirais une espèce de rom-com musclé. Mais sans le côté harem, contrairement à d'autres rom-com. Effectivement. Donc c'est une histoire écrite par... Akasaka, donc on peut faire difficilement plus simple. Et donc il s'agit donc de deux personnages qui sont à la présidence du comité des élèves, donc Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane. Le fameux bureau. Qui sont destinés à terminer ensemble, mais aucun des deux ne veut faire le premier pas parce que avouer ses sentiments, c'est perdre la guerre de l'amour. Donc et parce que c'est deux psychopathes en plus. Surtout oui, ils sont complètement perdus pour la cause, je dirais. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord. Perdu pour la cause, c'est le bon terme. Et donc on peut dire que c'est quand même un manga qui est très plébiscité à nouveau. Il a eu le meilleur prix du manga général de Shogakukan en 2019 et également un grand prix de la librairie numérique Book Walker la même année. Donc il y a également un animé en 2 saisons que vous pouvez déjà voir en France grâce à Wakanim et il y a même un film live. Donc ça, quand j'ai appris ça, je me suis dit oh là là, il n'en recule devant rien. Et il est attendu en France pour le mois de mai, donc on a un petit peu de temps d'attente encore une fois, mais ce sera quand même une bonne nouvelle, une bonne. Enfin, je pense il y a un côté très punchy du titre qui est très attendu. Et ce qui est marrant, c'est les stratégies qu'ils vont mettre l'un et l'autre en place pour ne pas s'avouer leurs sentiments et essayer de faire en sorte que l'autre avoue ses sentiments. Exactement. C'est tout l'enjeu de ce manga, c'est de faire en sorte que l'autre fasse le premier pas. Donc tous les coups sont permis. Et des fois, ça peut être des comparaisons, des oppositions totalement bêtes. Du style chocolat, pain au chocolat, chocolatine quoi. On en est limite à ce niveau-là. T'as dit que c'était une comparaison bête, mais t'es fou. Et voilà. Mais parce que ça, on est tu seras au standard, Johnny. Faut répondre. C'est ça. Franchement, moi je prends en revanche, pas t'as dit mai, ça sort en mars, mi-mars. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, pas de souci. Kaguya-sama, Love is War, là aussi sur les réseaux sociaux quand ça a été annoncé. Ça a été une espèce de hurrah général qui était parfait. Ouais, je pense que ça sera toujours moins que chocolat, chocolatine. Ah, ça fera moins de bruit que chocolat, chocolatine. Tu disais quoi, Julie ? Non, je disais, il y a déjà 20 volumes au Japon. C'est quand même un titre qui est... C'est peut-être pour ça aussi que ça a mis du temps à sortir en France. Ouais. Parce que déjà plus de 20 volumes sur une rom-com sans ecchi. Ouais. C'est plus difficile à vendre. Ah, tu viens de m'arrêter là. Je voulais le lire et là vous avez tout arrêté. Non, là, on est sur de la comédie et c'est marrant. Non, mais vraiment, quand je dis les stratégies pour ne pas s'avouer, pour ne pas avouer ses sentiments, on est limite dans du Hunter x Hunter au niveau plan. Oui, ça rigole pas. J'ai massé. Mais version romance quoi. Version sans culotte quoi.
Okay. Non, version avec. Si, ils ont des culottes. Ah oui, pardon. C'est l'inverse. Désolé. Bon, au lieu de laisser Johnny dire des bêtises, Robin, parle-nous de Mashal. Ouais, Mashal, on reste encore une fois chez Shueisha puisque c'est série du Jump, série très en vue dans le Jump qui est bien classée, qui se classe hyper bien depuis plusieurs semaines et tout. Enfin, c'est une nouvelle série un peu à sensation dans le Jump. Ouais, celle-ci, elle fait top 5. Ouais, voilà. Donc c'est quand même pas mal. L'histoire, c'est en gros, on est dans un monde où la magie fait loi et en fait, on va suivre le personnage de Mash, qui est un jeune garçon élevé au fin fond de la forêt et en fait, on découvre que lui, contrairement à la plupart des habitants de ce monde, il a pas de pouvoir magique et du coup, c'est puni de mort dans ce monde. Donc pour survivre, il va devoir postuler dans une prestigieuse académie de magie et en devenir le meilleur élève. Et du coup, pour un peu cultiver sa particularité, en fait, avec sa musculature et sa force hors du commun, il va pulvériser tous les sorts de tout le monde et en fait devenir le plus fort mais sans pouvoir magique, quoi. Donc on est sur un récit, un shonen magique teinté de comédie. On suit un héros qui est un héros sans pouvoir, c'est un truc qu'on a déjà vu, mais sauf que là, ça a l'air, contrairement à Black Clover par exemple, c'est plutôt traité de façon assez humoristique, on va dire. Ouais, au croisement de Black Clover et de One Punch Man, quoi. Mais grosse barre de rire. En fait, j'allais dire, c'est Saitama à l'école des sorciers, tu vois, c'est vraiment. Avec des cheveux aussi. Rien que tu vois sur la couve, il est habillé en Harry Potter, avec un uniforme qui fait penser à Harry Potter évidemment, et il broie sa baguette magique avec ses mains. Parce que Mashal en anglais ça veut dire écraser et donc vraiment tu sens vraiment que ça va être cette espèce de truc très jumpesque qui mélange comédie, action, aventure et tout et ça a l'air vraiment vraiment très très cool, quoi. Et ça sort aux éditions Kazé. Oui voilà, pardon, ça sort aux éditions Kazé. T'avais un autre truc que tu voulais rajouter sur Mashal? Non, écoutez, Saitama à l'école des sorciers, si ça vous donne pas envie. Non, on est déjà convaincus, forcément. Ah si, il y avait juste un truc, c'est je me dis entre Burn the Witch et celui-là, je me demandais s'il y avait pas une espèce de tendance magie, pouvoir, sorcier, école de magie. Elle a toujours été cette tendance. Je sais que Maxime n'est pas convaincu, mais je sais pas. Là, je me retourne, je regarde sur mes mangas du Jump. Et je vois Pokémon. Et je vois déjà plein de magie, forcément. Michael Mito, il y a Metsama, il y a Black Butler. Alors ça, tu regardes aussi les shoujo là, forcément. Oui, Black Butler est rangé avec les shoujo. Et alors? Ouh, shonenai. Manga suivant, c'est une autre grosse bombe, mais non pas du Jump, mais du Weekly Shonen Magazine. Cette fois, c'est Blue Lock. Blue Lock, c'est un mélange de foot et de baston, une sorte de Fortnite Hunger Gamesque. Sportif. Ouais, plus que de baston, c'est du Battle Royale, quoi. Ouais, voilà. Avec deux mecs qui sont loin d'être des inconnus pour le faire. On peut même parler de Dream Team, puisque on avait déjà pu apprécier le dessinateur en France sur un manga que Cagnard aime beaucoup, Dolly Kill Kill. Ah. Et donc lui, c'est Yosuke Nomura. Et le scénariste, j'en connais deux pas très loin de moi qui vont le connaître aussi. Muneyuki Kaneshiro, scénariste de Haku, le chasseur maudit, de jeux d'enfants, et de Jaga, évidemment. Voilà. Et là, le mec, il fait du foot. et là, il a décidé de faire du foot. L'histoire commence par l'échec de l'équipe nationale de foot japonaise à la Coupe du Monde 2018. Oh là là. Champion du monde. la Coupe du Monde qu'on a gagnée, un échec qui va être donc à l'origine du Blue Lock, un centre de formation de jeunes footballeurs révolutionnaires. Détention, oui. Qui va rassembler les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. Et le but, c'est de trouver l'attaquant ultime qui va faire gagner le Japon. Et on va donc suivre un joueur qui intègre ce centre vraiment pas comme les autres. Il y a plein d'ingrédients top dans ce bouquin. Les phases de sélection, le centre de formation qui a un côté prison. Moi, je vous le dis, je vais bien me chauffer sur ce titre. Vous voyez pas Maxime, il est tout content, il ferait de grave. Moi, je me chauffe sur ce titre. Et bon, il va pas sortir tout de suite. Il sort seulement le 2 juin. Donc là, on peut se chauffer, mais on va attendre un peu. Chauffe-toi. Donc voilà, et vous remarquez quand même dans les titres qu'on attend, Blue Period, Grande Blue, Blue Lock. Il y a que du blue. Il y a un truc avec le bleu. Pourquoi? Je sais pas, mais il y a un truc avec le bleu. J'ai pas de réponse. On fera une émission sur le bleu. C'est une bonne idée. Allez, dernier manga de cette attente, de ce top 10 qui génère de l'attente. Là aussi sur les réseaux sociaux, ça a fait du bruit, comme Blue Lock, qui est aux éditions Pika, et c'est encore un manga aux éditions Pika. Oui, c'est Toilet Bound Hanako-kun. Oh. Alors, sachant moi, que dans les toilettes, il y a de l'eau et l'eau. C'est bleu. Et voilà. Et le canard WC aussi. Ouais. Pardon. J'avais pas envie de vous suivre là-dessus. Continuez. Oui, désolé. Mais alors, donc, c'est l'auteur, c'est Aida Hiro.
qui donc est publié chez Square Enix au Japon et qui reprend donc le mythe des mystères de l'école. Donc on raconte au Japon que les écoles sont tentées, qu'il y a 7 mystères dont Hanako-san, qui est le fantôme des toilettes. Quand on tape à la porte et qu'on demande son aide, on l'invoque et elle vient soit faire des crasses, soit nous aider, soit bon bref. Et là, il se trouve que donc il y a 2 personnages, donc une lycéenne qui va être fan de ce genre d'histoire, qui va rencontrer un exorciste qui est envoyé donc pour exorciser l'école en question, qui vont tomber donc sur le fantôme des toilettes qui se révèle être non pas une petite fille, mais un petit garçon. Donc voilà, avec on n'arrête pas de progrès. Avec un look d'enfer. Ah bah là, il est bien looké en plus. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé, mais ça rajeunit d'un coup toutes les histoires de fantômes des écoles, quoi. Et là aussi, il y a un animé à porter le manga. Ah ouais, complètement. En plus, animé, oui, qu'on peut voir. Je pense que il y a 12 épisodes qui sont déjà disponibles, mais vu l'engouement, bon, une saison 2 est sans doute attendue. Et là, au Japon, bon, il y a 14 volumes qui sont sortis. Et bon, quand tu mets horreur, surnaturel, paranormal et avec un petit peu d'humour, tous les mystères se mettent en place. Et je suis d'accord que ça donne envie, mais est-ce que le public français est prêt pour Toilet Boon Hanako-kun ? Bah déjà, quand tu vois le titre, tu te demandes. Moi, j'ai toujours été surprise. Parce que quand tu dis Hanako-san, un japonais, ça lui parle tout de suite. Mais un français... Si tu lui dis une histoire des toilettes, bon, ok, le fantôme des toilettes, est-ce que vraiment ça va tilter ? Ah non, ça me parle pas. Ouais, mais bon, en même temps, sur les réseaux, tu vois que ça a une popularité, que les gens sont... Et là encore, effectivement, quand l'annonce a été faite, ça a été un autre hurrah, donc... Mais qui sont ces gens qui sont sur les réseaux ? Et quels sont leurs réseaux sur les réseaux sociaux ? C'est clair. Mais bon, en tout cas, nous, il faut qu'on atteigne le 30 juin pour... Enfin, moi, j'avais noté 30 juin, mais peut-être il y a eu des... Non, je crois que c'est bien juin pour Toilet Boon Hanako-kun. Sortie théorique pour Japan Expo si jamais il y a Japan Expo cette année. On se dit... À peu près, hein. On peut se dire ça. Dans vos faces. C'est ça. Donc on a fait le tour des 10 tomes qui, on a l'impression, généraient de l'attente. Des 10 mangas: Blue Period, Demon Slave, Grand Blue, Burn the Witch, Rent a Girlfriend, Mission Yozakura Family, Kaguya-sama, Mashle, Blue Lock et Toilet Boon Hanako-kun. Mais autre chose génère de l'attente, c'est l'arrivée de webtoons célèbres version imprimée, Joe. Oui, effectivement. Merci Maxime de me relancer là-dessus. J'étais parti ailleurs avec dans les toilettes. Reviens avec nous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le webtoon, c'est de la bande dessinée sud-coréenne numérique. Alors, ça existe depuis assez longtemps. En Corée, ça a été lancé en 2003-2004. On l'a vu en France en 2011 avec Dailytoon. Et en gros, le webtoon, je vais résumer, le webtoon est à la Corée ce que le karaage est au Japon. Pardon. Le manga est au Japon, désolé. Et il commence à avoir faim, le mec. Je voulais passer que le beurre est à la France, donc un petit poulet frit. La crêpe est à la Bretagne. Bon, ça va, il y a énormément de choses. En tout cas, ça a fait sensation dernièrement parce que Kiyun a annoncé en novembre qu'ils allaient se lancer dans l'adaptation de webtoon imprimé, et ça a été suivi par Delcourt qui a annoncé sa plateforme Verytoon, plus bien entendu l'impression de ces adaptations de BD numérique. Donc attends, on va partager. Donc Bâtard d'un côté avec chez Kiyun a d'abord annoncé Bâtard, et de l'autre côté Verytoon, et donc Solo Leveling qui est sera imprimé, mais la après, licence porteuse de la plateforme et de l'impression. C'est ça. Donc Bâtard, c'est quoi ? Ça parle de quoi ? Bâtard, c'est un thriller psychologique entre un père et son fils, où en gros le père il est PDG. Je vous fais court parce que vas-y. Malheureusement je ne l'ai pas lu, et je vous fais court, mais en gros son père il est bien sous tout rapport, et il va s'avérer qu'en fait c'est un serial killer qui se sert de son fils pour trouver ses victimes. Alors au début son fils il est un peu bené, il sait pas trop. À part que quand il les assomme, il se pose bien des questions en disant j'assomme quelqu'un, mais après elles vont où les femmes ? Et sauf que un jour, le père va jeter son dévolu sur une de ses camarades de classe, une fille de la classe de son fils. Et sauf que là, son fils en est trop. Il l'aimait, cette fille. Et du coup, il va se rebeller contre son père.
Gros sur Speak. Ah bah oui. Oh, bien vu. Mais en tout cas, ça a été, c'est un des titres vraiment les plus forts de la plateforme webtoon.com. Il y a énormément de likes, il y a 900 000 likes et plus de 145 000 abonnés. Ah ouais. Donc c'est un des webtoons les plus connus en tout cas sur cette plateforme. Et donc le webtoon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de la BD. Ouais. Façon scrollable. C'est vraiment du scrolling. C'est à l'opposé de nous avec nos beaux livres, nos cases qui sont bien agencés, nos BD franco-belges. Là, c'est du scroll. Voilà, on scroll et c'est tout en couleur, bien entendu. Et du coup, je reviens sur Bâtard parce que j'ai oublié de dire qui était le scénariste. C'est Karnbai Kim et au dessin Young Chae Wang. Désolé pour la prononciation, mais c'est pas des auteurs inconnus. Ils ont fait d'autres webtoons, notamment Sweet Home, et qui a été adapté dans une série TV que vous avez pu voir sur Netflix très récemment. Et du coup, c'est un peu différent de Bâtard parce que là, il s'agit de sauver l'humanité contre des monstres qui tentent de tous nous tuer. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est pas des gens inconnus et ils font beaucoup de bruit, beaucoup de succès. Donc Bâtard, ça va sortir en version imprimée chez Kiyun, donc ça sera différent en version imprimée puisque ça sera pas. Ouais, puis en plus, on peut pas scroller quoi. C'est pas des pages infinies qu'on pour le coup, ça va être une adaptation et c'est un grand format aussi, 15-21 cm. Et c'est un grand format. Couleur. Ok. Et un autre webtoon très attendu va sortir en bouquin aussi en France, c'est Solo Leveling. Solo Leveling, oui, et du coup en même temps qui a été annoncé en parallèle de la plateforme Veritune chez Delcourt. En gros, la plateforme, ça va suivre le même modèle que les autres plateformes, hein. C'est de la lecture en ligne, les premiers chapitres sont gratuits et le reste faudra un peu payer pour les chapitres suivants. Et alors pour Solo Leveling en particulier, à la base c'était une série de romans sud-coréen qui a été écrite par Chugong et publiée sur Kakao Page. Et alors, en fait, c'est eu tellement de succès que ça a été adapté après en webtoon et édité après en imprimé par DC Media. Et il y a énormément de chapitres, énormément de volumes, il y en a 14. L'adaptation en webtoon c'est dessiné par Young Gung et Jang Sung Rak. Et le scénario c'est toujours l'auteur original, donc depuis 2018. Donc tout ça vous verrez en version française très bientôt, vu que c'est fin janvier 2021 et sur la plateforme et en volume physique à partir d'avril. Il faudra attendre un petit peu. Pour Solo Leveling. Et pour Bâtard, ça sort quand ? Bâtard, ça sort, excusez-moi, je reprends mes notes. Vas-y, cherche dans tes notes. C'est fin janvier. C'est fin janvier. Non, t'es sûr ? Non. Déjà ? Non. C'est pour mars, pardon. C'est pour mars. Mars 2021. Je me disais aussi, c'est le mois prochain. Non, mais j'ai voulu générer de l'attente et puis voilà quoi. Non, mais t'as raison. Revenons sur janvier-février. On va faire un petit point sur les quelques mangas qui sont sortis, qui sortent déjà. Je vais commencer par un manga de chez Doki Doki qui s'appelle La Gameuse et son chat. La Gameuse et son chat, c'est un peu le bingo d'internet, hein. C'est un mélange de mèmes, de Twitch et de YouTube. Enfin, c'est pas le sujet, mais bon, quand on voit la gameuse et son chat, on a vraiment l'impression de ce bingo là. C'est en tout cas pas le sujet, ça c'est juste enfin si c'est le sujet, mais c'est aussi un guêpier pour nous attirer. Oh, jeu vidéo, chat. Le combo ultime. Ceci dit, c'est typique des chats, hein. Parce que les chats, attends, ça fait genre c'est mignon, oh caresse-moi, et hop, ça te mord, ça t'attrape les doigts, ça te griffe. Ouais. C'est diabolique aussi. Donc ce manga est peut-être aussi diabolique qu'un chat. Devant chez moi d'ailleurs j'ai un chat qui vient, même jusque devant les portes-fenêtres pour réclamer à manger souvent. Et moi je lui donne rien et là il fait Mouah! Et moi je lui donne rien. Et il vient toujours. Et non, il y a pas moyen, je me ferai pas avoir. Mais des fois l'autre jour il est resté une demi-heure. J'ai tenu. Oh, c'est génial. Le combat de regard avec le chat. Ça doit être horrible. Le manga La Gameuse et son chat, hein, pour revenir aux choses sérieuses. C'est un manga de Wataru Nadatani, l'auteur d'un autre manga de chat que vous avez peut-être lu, Félin pour l'autre. Félin pour l'autre, c'était une sorte de Neketsu avec des chats. Sachant que Neketsu, ça fait un peu Neko. Enfin, ouais, vas-y, passe. Non. On va arrêter là. Concernant l'histoire de la gameuse et son chat, on retrouve Kozakura, une jeune femme de 29 ans, célibataire, fière de l'être. Elle est passionnée de jeux vidéo. Non, elle est pas passionnée. Elle est folle tarée de jeux vidéo. Son but, c'est même de consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo. Mais un être va arriver dans sa vie. Le malin, hein, j'ai envie de dire, vient chez elle, elle va vendre son âme au diable, si je peux dire, et elle se retrouve avec un petit chat mignon. Sauf qu'elle va découvrir à ses dépens que jeux vidéo et petit chat mignon, c'est peut-être pas la meilleure des combinaisons. N'est-ce pas, Johnny, toi qui as des chats? Ouais, je peux pas jouer avec mes chats. L'autre il me saute sur les épaules, il me griffe la manette. Non, mais je le dégage. Voilà. Je l'enferme dans la salle de maman. C'est à peu près le genre de scène qu'on retrouve dans La Gameuse et son chat aux éditions Doki Doki. Johnny, peux-tu nous parler d'une autre sortie?
Myst Gear Blast. Oui, traduction, Myst, brume, gear, équipement, blast, je sais pas, explosion. Donc voilà, Myst Gear Blast. Johnny Trad qui à la base, en fait, c'est un projet cross-média de base. C'est-à-dire qu'ils ont tout sorti en même temps, ils veulent faire le jeu vidéo, le manga, le roman, sur ces 3 supports pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et donc ça va arriver chez Tonkam en 2 tomes, en total de 2 tomes, et les 2 sortiront d'un coup, il me semble. Très bien, merci. Est-ce que c'est toi aussi qui dois nous parler? Non, c'est Robin qui doit nous parler des carnets de l'apothicaire. Oui, tout à fait. Les carnets de l'apothicaire chez Kiyun, c'est l'adaptation d'un light novel de Natsu Hyuga. On est vraiment sur des intrigues de cour, des intrigues de palais, puisqu'on suit la jeune Mao Mao qui est apprentie apothicaire à la cour impériale et qui en fait va se retrouver prise dans des histoires d'empoisonnement et dans une enquête où elle va du coup devoir utiliser ses connaissances en potions et autres poisons pour découvrir le coupable. C'est une intrigue un peu thriller historico, je sais pas comment dire, j'ai pas l'autre mot, bref, un thriller historique. En costume. Un thriller historique du coup, sur le haut. Avec un dessin très léché. J'ai l'impression que ça peut être un genre de successeur, vu que c'est chez Kiyun, à Bright Stories ou Reine d'Égypte, un peu dans cette lignée-là. Qui avait très bien marché d'ailleurs. Qui avait très bien marché, et là j'ai l'impression que c'est un gros enjeu aussi pour Kiyun, donc je trouve ça cohérent et ça a l'air d'être un chouette titre, ça s'inscrit dans une ligne cohérente, c'est à suivre. Ouais, c'est même plus que ça, et j'ai vu que les ventes au Japon, ça représente 11 millions confondus entre romans et manga, 11 millions d'exemplaires vendus, ce qui est assez énorme, et 6 millions pour le manga. Et l'histoire est assez bizarre par contre pour les carnets de l'apothicaire, c'est que à la base donc c'est un light novel comme t'as dit Robin, et au moment où ils ont voulu vendre l'adaptation en manga, ils ont proposé à tous les éditeurs. Il y a des éditeurs qui ont tardé à répondre, par exemple comme Shogakukan, et entre-temps Square Enix avait dit oui, sauf que Shogakukan a aussi dit oui. Et donc au Japon, il y a 2 séries de mangas qui racontent la même histoire, mais différentes. Oui, c'est la première fois que j'entendais ça aussi. Mais en gros, c'est vraiment l'adaptation. Donc les carnets de l'apothicaire, vous auriez une version chez Square Enix, une version chez Shogakukan. Celle de Kiyun, là, c'est Square Enix, c'est celle qui se vend un peu plus, qui est un peu meilleure et qu'ils ont plus apprécié. C'est 6 millions de ventes au Japon, donc c'est assez énorme. Et c'est assez drôle comme histoire. D'avoir 2 séries. Mais ce qui de la fait même que histoire. si un éditeur a envie d'embêter Kiyun, ils peuvent prendre le ils vont acheter l'autre version. Ils peuvent effectivement. Après, ce qui est assez fou, c'est que les fans ils aiment plus ou moins les 2 versions. Il y en a une qui se vend plus, certes, mais les fans aiment bien les deux. Ils achètent les fans des bouquins achètent les 2. Ce qui est assez marrant. C'est très drôle. Les carnets de l'apothicaire, donc aux éditions Kiyun. Je vous parle de super-héros maintenant. Enfin, d'un mix entre Sailor Moon et Tiger Bunny. Oui, c'est vrai. Tiger and Bunny, pardon. Shy, c'est le nom du manga. Ça vient de sortir. On est dans un monde où les super-héros sont apparus, où la guerre a disparu, puisque chaque pays a désormais son super-héros, donc plus besoin de se faire la guerre. Et tous ensemble, ils luttent contre le mal. Au Japon, c'est Shy qui a été l'élu. Et comme vous vous en doutez, au nom du manga, Johnny Trad, que veut dire Shy? Timide. Elle est super timide, évidemment. Plus que timide, je dirais qu'elle est vraiment pas sûre d'elle. Elle se remet en question tout le temps. Elle a constamment peur de pas être à la hauteur. Et c'est un peu un problème quand on est un super-héros. Woman, quoi. Et bravo. Bam, allez. Est-ce que Julie, tu peux frapper Johnny vu que t'es à côté? C'est donc le genre de traitement qui me rappelle un peu les mangas de Magical Girl dans la façon dont c'est traité, ces traits de caractère qu'il donne à l'héroïne. Ça me fait penser à des titres de Magical Girl, parce que là on est juste à la différence des titres de Magical Girl dans un traitement shonen. On est dans un manga donc qui va sortir des sentiers battus, qui va piocher ici et là quelques influences bien senties. Un coup dans Sailor Moon, un coup dans Tiger and Bunny, un coup dans My Hero Academia, un coup dans Sakura. Ou dans les Sentai même. Et un coup dans du Sentai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ça sent qu'il y a plein d'influences bien digérées pour donner une héroïne bien plus forte qu'il n'y paraît. Donc Shy aux éditions Kana, l'auteur c'est Bukimi Miki, elle n'a jamais été publiée en France auparavant. Et les 2 tomes sortent d'un coup, c'est déjà sorti, il existe même une version normale et une version collector avec des goodies, ce qui veut dire quand un éditeur sort une version collector d'entrée avec des goodies, qu'il croit aux chances du manga. Voilà, c'est donc un enjeu pour eux. Shy aux éditions Kana. Autre genre, totalement différent.
Là, je vous parle d'une rom-com, une autre rom-com même, puisque là, on en a eu plusieurs. Hein. Mais bien viciée, celle-ci, c'est Masamune-kun's Revenge. Cette fois, l'idée, c'est la vengeance. La vengeance. Ouais, l'amour ces derniers temps, c'est pas synonyme c'est-à-dire de que paix, de... Donc Kaguya-sama, l'amour c'est la guerre, l'amour c'est la vengeance. Sauf que là on est quand même beaucoup plus etchi quand même. L'histoire c'est plus jeune. Une fille se moque d'un garçon à cause de son apparence. Et 8 ans après, le garçon, Masamune, est de retour. Sauf que maintenant, c'est le beau gosse du bahut. Tatin. Et donc son but, c'est de faire craquer son bourreau d'enfance pour la rejeter et, mais il va tomber bien amoureux. lui faire mal. C'est diabolique. Hein. Son plan s'appelle même Dead Relive. Clin d'œil. Donc, est-ce qu'il va emmener ce plan au bout? Ou est-ce que il va se marier? Ils vont se marier? Ou est-ce qu'il y aura d'autres personnages féminins? Oui, il y en aura. Oui. Voilà donc une rom-com de plus. Attention, celle-ci date de 2012 malgré tout. On avait déjà eu l'animé en France, mais jamais le manga. C'est chose faite maintenant. C'est aux éditions Meian. C'est bouclé en 10 tomes. Tome 1 et 2 dispo. Tome 3 en mars. Tome 4 au mois de mai. Et c'est plié, Masamune-kun Revenge. Au suivant, autre genre. L'homme qui tua Nobunaga. Ouais, l'homme qui tue Nobunaga. Bon, là, on est sur du gros seinen historique avec dessins réalistes et compagnie qui nous raconte l'histoire du Japon tel qu'on aime la voir en manga. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire assez méconnue puisqu'en fait, comme le titre le laisse supposer, on va assister aux derniers jours ou dernières semaines d'Oda Nobunaga. Sauf que là, ça va raconter surtout en détail la relation qu'il avait avec Yasuke, qui est un personnage que moi je connaissais pas, qui était le premier samouraï noir. Un ancien esclave africain qui est entré au service de Oda Nobunaga, puisque Nobunaga apparemment était fasciné par cet homme qui devait mesurer 2 têtes de plus que tous les Japonais. Mais c'est véridique ou c'est une fiction? Non, c'est vrai. Hein? Et en fait, ça, c'est une véritable histoire. Et donc, ce Yasuke est devenu, en fait, le garde du corps de Nobunaga. Et, le manga, j'imagine, qui va raconter leur histoire. Et comme, en fait, la disparition de Yasuke, on sait pas trop ce qu'il est devenu, en fait, à la mort de Nobunaga. Et donc, j'imagine que le manga va essayer de raconter cette histoire et peut-être, donner quelques théories. Une intrigue qui pourrait dire, est-ce que c'est Yasuke qui l'a tué ou pas, puisque la mort de Nobunaga est aussi un peu voilée de mystère. Donc, en tout cas, c'est gros seinen historique, ça a l'air très très bien dessiné et ça nous raconte une histoire méconnue. Donc moi, je vais suivre ça avec attention. Ouais, je trouve que ça va bien me plaire aussi, ça. C'est le JFK. Et c'est prévu c'est terminé en 8 tomes au Japon. Donc en plus, c'est une série courte, ça va être je pense que ça va être un chouette titre et ça arrive en France chez Delcourt Tonkam. Je crois que le tome 1 arrive début février, un truc comme ça. Ouais, début février. Un petit peu moins de vengeance, un petit peu moins de gens qui tuent d'autres gens avec Love Fragrance. Ah ouais, pas du tout. Non, là on est dans une histoire d'amour, hein, donc assez adulte. Pour une histoire qui concerne des fluides corporels, les odeurs, d'où le nom Love Fragrance. Oui, sachant que le titre japonais était quand même plus explicite, c'était vraiment acétoseken, donc la sueur et le savon, et donc il s'agit d'une jeune femme qui est complexée parce qu'elle transpire beaucoup et il se trouve qu'elle travaille dans une entreprise qui produit des cosmétiques et un de ses collègues ou supérieurs va être interpellé par son odeur et le début d'une histoire assez étrange et particulière. Et la romance va se développer. Oui. Et donc c'est un titre qui a annoncé récemment se terminer en 11 volumes. Et on aura chez Kana dans la nouvelle collection live dont on avait un petit peu parlé la dernière fois, donc des histoires plus matures, plus adultes, là il y a quand même un petit avertissement, voilà, c'est pas seulement des petites amourettes, c'est pas du shoujo collégien, quoi. Non, voilà. Et donc c'est écrit par Kintetsu Yamada. Dans un dessin somme toute bienveillant, je dirais. Ouais, mais ça a l'air mignon, franchement, ça a l'air chouette sur le dessin. Je sais moi, pas. ça m'a attiré graphiquement. Ouais. La couverture, j'ai fait tiens. Ouais, effectivement. Plus que d'autres. D'accord. Je sais pas, c'est une inspiration comme ça. Je sais pas, parce que moi j'ai vu qu'elle était vachement gênée. Alors après, tu sais qu'elle est complexée, mais
On va voir comment ça se développe cette histoire. Love Fragrance aux éditions Kana. Autre genre encore avec My Broken Mariko aux éditions Kiun. Aïe. Alors, bon, pour le coup, on est sur un one-shot. Et comme le présage le titre, on parle pas de sujet très gai, puisqu'il s'agit vraiment d'évoquer le suicide et le deuil, et également tout ce qui concerne, on va dire, la maltraitance. Puisque donc il s'agit d'une histoire où une jeune femme apprend qu'une de ses amies d'enfance qu'elle venait de voir quelques jours à peine avant vient de se suicider, et elle va débarquer aux funérailles parce que elle est sa confidente, elle sait pourquoi il y a certaines choses qui n'allaient pas dans la vie de Mariko, et elle va voler l'urne funéraire pour partir avec les cendres de son ami. Et c'est un sujet qui est vraiment super enlevé dans le sens où il est traité avec panache, quoi, et c'est ce qu'on attend. Voilà, et donc ça c'est aux éditions Kiun. My Broken Mariko. Voilà. Je vais rester chez Kiun puisqu'en fait il y a 2 créas qui vont sortir cette année aux éditions Kiun qui m'ont interpellé. Ils ont sorti vous savez leur magazine comme chaque année, oui. le Kiun Mag. Et dans le Kiun Mag, donc on peut lire les premiers chapitres et découvrir les premiers chapitres de ce qui va sortir chez eux cette année. Et j'en ai retenu 2 qui m'ont particulièrement intrigué. C'est l'Éden des sorcières pour commencer. Première création que je vous propose de retenir. On peut donc lire ce premier chapitre, et je peux dire que ces quelques pages m'ont vraiment convaincu. C'est beau, ça rappelle bien évidemment des titres comme Sorcière, comme l'Atelier des sorciers, c'est dans cette mouvance. Un mélange de beauté dans le dessin et d'un monde très dur, un titre plein d'opposition. Dark fantasy versus poésie. Vous voyez un peu l'esprit. Héroïne naïve, monde très brut. La magie des sorciers face au désir des hommes. Voilà, j'ai vraiment envie d'en voir plus. L'Éden des sorcières, c'est très beau de ce que j'en ai vu. Enfin, ça me plaît en tout cas. L'auteur est Yumeji, et d'ailleurs il y a une interview d'elle dans le magazine. Elle avait failli arrêter de dessiner. Et le parcours, la façon dont elle le décrit, est vraiment super intéressant. Dans ce même Kiun Mag, on peut aussi lire Léviathan. Ouais, la grosse baffe. Gros coup de cœur a priori, juste sur un chapitre en tout cas. Comme pour l'Éden des sorcières, c'est une création de Kiun. De la même façon, j'ai découvert dans le magazine, qui est dispo partout, hein, vraiment vous allez dans les librairies, normalement il est dispo partout, hein, le Kiun Mag, et c'est gratuit. On est dans l'espace, on est dans un monde futuriste avec des enfants qui font face à la cruauté des adultes dans un vaisseau spatial qui erre parce qu'il vient d'être touché par des météorites. Et attention, ça va vous plaire, double narration. On retrouve en même temps des chasseurs d'épaves plusieurs années après qui fouillent ce vaisseau des années plus tard, et ils tombent sur un journal intime qui raconte jour après jour ce qu'il s'est passé dans cette navette. C'est glaçant et emballant à la fois. Et la catchphrase, je vous donne la catchphrase du bouquin. Tiens, c'est pour toi Robin. Comment garder son humanité lorsque le pire reste à venir. Mais déjà, moi, tu m'as accroché au titre, et Léviathan, je sais pas pourquoi c'est un mot, ça me. C'est Pokémon, il me fait voyager, quoi. C'est Pokémon, mon gars. Non, alors, aussi, même le titre. C'est pas Pokémon. Troisième petite créa, j'avance assez vite. Troisième petite créa, c'est une toute petite créa. Ouais, un petit truc, quoi. Comment ça s'appelle? Goldorak, c'est ça. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Peut-être les plus vieux, ça peut leur parler aussi. Ouais, bref, non, on déconne. Est-ce qu'on doit encore présenter Goldorak? Non, on n'a même plus besoin de présenter Goldorak. Ouais, mais on a plein de jeunes là. Et à l'image de ce qui s'était passé avec Albator, donc Kana va nous proposer une version bande dessinée de la série culte. Là encore, on est sur un mix d'influences. Manga de Gonagai, série animée. Le sous-titre du bouquin, j'adore. Le retour des géants. Ça claque suffisamment, je sais pas. Grosse pagination en tout cas, histoire bouclée en un tome. À l'œuvre, on a des stars de la BD francophone, Denis Bajram, Xavier Dorizon. Avec eux, il y a Alexis Santenac et Brice Cossu. Vu la passion qu'il y a eu en France pour Goldorak, ça va être une folie. Ouais. Ça va être une folie ce bouquin. Imaginez à une époque, avant ma naissance même, pour dire à une époque, Goldorak, c'était 75% de part d'audience à la télévision. Oh, bah, il y avait que ça. Ça veut dire que. Ouais, il y avait que ça, mais ça veut dire que 3/4 des gens qui regardaient la télé à ce moment-là, ils étaient devant Goldorak. Ouais, mais on n'avait pas tous la télé. Hein, et moi, j'ai fait mes premières. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand t'es écœuré, à force de trop regarder la télé quand t'es petit. Quand tu vomis. Les chocs. Non, c'est pas de l'épilepsie non plus, mais en gros, pour des vacances, j'avais eu le droit d'aller louer des VHS de Goldorak au vidéoclub. C'est des choses qui n'existent plus.
évidemment. Vidéo future. Et donc j'avais loué tout ce que je pouvais de Goldorak. Et en fait j'avais fait une overdose. Une indigestion, voilà. J'avais fait une overdose, mais à la fin j'avais trop regardé la télé, j'étais petit, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre. Voilà, j'adorais. Goldorak, il va falloir patienter en revanche, hein. C'est pour octobre. Ouais. Pas pour tout de suite. On est prévenus. Tu as oublié Johan Guillot pour la mise en couleur et en lumière. Tout à fait. Et tous ces gens sont fans du méca géant, bien entendu. Bien évidemment. La suite, c'est avec des rééditions. Là aussi, on a combien? Attendez, je compte 2, 4, 6, 8, 10 rééditions. En veux-tu, en voilà. Hein. On commence par un shoujo, Julie? Oui, Aozora Yen, donc de Kazune Kawahara, qui est connu chez nous pour Coco Début. Et donc c'était un shoujo qui avait été stoppé après 5 tomes alors qu'il en compte 19. Et donc là on va pouvoir lire toute l'histoire. Ancienne école Panini comme on dit. Ouais, voilà, exactement. Et donc il s'agit d'une jeune femme, d'une jeune fille puisqu'ils sont au lycée, qui en entrant dans son nouveau lycée a très envie d'entrer dans la fanfare alors qu'elle connaît pas la musique, elle sait pas jouer d'un instrument, mais c'est voilà une sorte de rêve et elle va être poussée par un ami Daisuke qui lui est dans l'école de baseball. Et tous les deux, ils vont se soutenir mutuellement pour atteindre leurs rêves. Et pour la jeune fille, c'est aussi une occasion de vraiment se révéler, prendre confiance en elle. Et tomber amoureuse. Évidemment. Aozora Yen, c'est aux éditions Panini. Du coup, on peut rendre à Panini ce qui est à Panini. Il l'avait arrêté à l'époque. Et là, ils se remettent dans un mood positif en rééditant des séries importantes. Oui. Peut-être qu'ils vont les arrêter aussi, mais on verra. Ah, non. Là, cette fois, ils peuvent pas rééditer et s'arrêter. Enfin, voilà, il faudra un accident énorme. Quelques mots sur Dragonhead. Johnny. Ouais, après, je veux pas trop vous en parler vu qu'on l'avait fait dans nos mangas oubliés partie 2, donc je vous renvoie sur. Tu veux bien donc dire qu'il n'a pas été oublié finalement. Sur octobre 2019. Mais on était un peu précurseurs finalement. C'est grâce à nous la réédition. Ce qui est faux parce qu'au moment où on en a parlé, il y avait déjà une réédition double. Mais c'est assez fou d'ailleurs parce que il y avait déjà une édition double il y a à peu près 3 ans et là ils en refont une autre. Et qu'est-ce qui diffère de l'ancienne? Rien, à part les couvertures. Elle est plus grosse. Elle est plus grosse parce que le papier est différent, mais la traduction c'est la même. Il y a juste les couvertures qui changent et c'était juste pour mettre en place une nouvelle charte graphique de leur collection. Donc vous inquiétez pas, si vous avez l'ancienne, vous pouvez la garder, mais elle est collector parce qu'elle est en arrêt de commercialisation. Et vous pouvez aussi acheter les nouvelles parce que les couves sont très jolies. Donc voilà, un volume tous les 3 mois, il y a 5 volumes, dans un an c'est fini. Dragonhead aux éditions Pika. On reste chez Pika avec Sayukiden, la légende du roi singe. C'est un bouquin par un illustrateur de génie, le chara-designer Katsuya Terada. Il a fait beaucoup de cinéma, beaucoup de télévision. Il a fait du Tokyo, il a fait du Hollywood. Hellboy, dessin préparatoire sur les films Hellboy, sur Iron Man. Le dessin animé aussi, le long métrage Blood the Last Vampire. C'est du gros CV, Katsuya Terada. C'est pas bankable, mais allez voir à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est la réédition de son premier manga là, qui vous est proposé et c'est super beau. On est sur une sorte de Metal Hurlant-like version fantasy. Ça bouffe des têtes. Ah ouais, ça bouffe des têtes. C'est tout en couleur. Allez voir ça en magasin, juste regardez en magasin à quoi ça ressemble et puis après vous me dites. Mais si vous avez 12 ans, demandez à vos parents. Oui. A priori, d'après nos statistiques, il y a très peu de personnes de 12 ans qui nous écoutent. On ne sait jamais, mais effectivement, a priori non. Manga suivant, autre réédition, c'est Shido. Ouais, ou Shido. Ou Shido, ouais, comme on dit. C'est Shido en fait. D'accord. Parce que c'est donc la voix du guerrier, hein. Donc revisité par Takahashi Tsutomu Takahashi, qui donc est l'auteur de Noin et de Bakuretto, donc le très nerveux, très très cruel, j'allais dire, puisque donc là on va suivre 2 enfants qui sont livrés à eux-mêmes, enfin enfants, ils sont ados quoi, mais ils ont 13-14 ans et ils vont se retrouver dans un monde absolument calamiteux. 1858, le Japon commence les prémices de sa révolution moderne. Donc les samouraïs font leur barou d'honneur au milieu devant les yeux naïfs et encore un peu purs de ces enfants qui vont voir toutes sortes d'horreurs. Mais c'est quand même
quelque chose, un titre puissant qui avait vraiment marqué les esprits, je pense. Donc il mérite aussi d'être revu et représenté avec une nouvelle édition. Shido aux éditions Panini Manga. Vous avez vu à la télé depuis quelques temps, on voit des médecins tout le temps. Donc il nous faudrait un manga sur la médecine, Robin. Oui, on va parler de Give My Regards to Blackjack, qui est donc la réédition d'un manga de médecine qui s'appelait, sorti chez Glénat à l'époque, qui s'appelait Say Hello to Blackjack. C'est la réédition, pas par Glénat cette fois-ci, par Naban, réédition donc de ce titre culte, mais qui avait peut-être été un petit peu oublié et qui donc va être réédité dans une version double. On va avoir 6 volumes au lieu de 13, donc un nouveau titre, une nouvelle traduction et des pages couleurs aussi qui étaient absentes de l'édition Glénat. Donc vraiment une belle édition pour redécouvrir ou découvrir ce titre culte et un petit peu oublié. C'est marrant parce que après Old Boy, on a l'impression vraiment que Naban ils trouvent leur ligne édito qui est vraiment, tu sais, redonner, refaire découvrir des titres cultes comme ça qui sont un peu passés sous le radar à l'époque et c'est très très cool quoi. Ou dans les licences pas chères. Ouais, aussi, mais je trouve que l'idée est pas mauvaise. Vu ce qu'ils ont fait sur Old Boy, en tout cas, l'idée est pas mauvaise. On va faire des partenariats pour les mangas oubliés. C'est ça. C'est vrai ça. Johnny, peux-tu nous parler d'Eden chez Panini Manga en quelques mots? Oui, là on est un peu dans le vieux manga. Après, voilà, c'est tout relatif, mais en gros, il est sorti en 1998 au Japon, en 2003 chez nous, chez Panini. On revient avec Panini. L'auteur Hiroki Endo est assez connu. Il a sorti dernièrement chez nous Soft Metal Vampire chez Saka Casterman. C'est un super auteur. Et c'est un super auteur. En 2009, il avait fini donc sa série en France, donc 18 tomes sortis chez Panini. Ils avaient au moins fini ça, mais malheureusement, c'est tombé en arrêt de commercialisation, ce qui fait que ça se vendait à prix d'or sur le net parce que finalement, c'est quand même un bon titre, mais il est plus. Et voilà, on se retrouvait avec des tomes impossibles à acheter qui coûtaient beaucoup trop cher. Et là, bam, Panini réédite la série en édition double, grand format, 15-21 cm, nouvelle couverture, nouvelle traduction. Les 2 premiers tomes sortent en simultané, donc ça c'est cool. Et vous allez me demander, mais pourquoi il réédite? Et ben, je vais vous lire la première phrase du pitch. Un mystérieux virus décime la population de la Terre. Voilà, je passe au suivant. Au suivant, ça reste chez Panini Manga du coup. Oui, puisqu'on va là parler aussi, ça se vendait à prix d'or sur Internet. Culte, Banana Fish. Donc c'est le manga de Akimi Yoshida, qui mélange du polar, des histoires de drogue, de trafic, d'êtres humains, sur fond de boys love, je pense qu'on peut dire le mot. Totalement. Et donc il va ressortir dans une édition double avec une traduction revue dans un grand format également. Et donc les tomes 1 et 2 vont sortir également en même temps. Et donc grosse claque parce que quand même Banana Fish ça a commencé en 1985. Et c'est pas tout jeune. Et voilà. Donc, en même temps, le suivant n'est pas tout jeune non plus, il est tout aussi culte. Il est peut-être même un peu plus culte d'ailleurs. Neon Genesis Evangelion, ça vous dit quelque chose? Oui, vaguement. Je crois. Oui, nouvelle édition de l'adaptation de cet animé culte, et c'est un euphémisme. Le manga avait connu un beau succès aussi, tu vois, même si c'était une adaptation de l'animé, l'animé n'était pas l'adaptation du manga, mais c'est un manga qui avait aussi très très bien marché. Donc là, on va avoir droit à une nouvelle édition baptisée édition originale, donc qui est basée sur l'édition de luxe japonaise. C'est également du format double, grand format. Ça va être les 13 volumes en 7 gros pavés, 14,95 €. Donc une manière de découvrir. En plus, moi, c'est marrant parce que je suis en train de les remater sur Netflix, les Evangelion. Donc, du coup, je vais pouvoir lire le manga que je n'ai jamais lu, l'adaptation qui apparemment est très très bien. Donc, voilà. Moi, je finis avec 2 autres mangas cultes. Il y en a un, c'est pas une vraie réédition, c'est Captain Tsubasa, mais Kids Dream. C'est, je fais vite, c'est un reboot de l'œuvre originale, mais pour les plus jeunes. C'est une version plus gentillette. Genre 10 ans, 8 ans? Ouais. Ouais, 6, 7, enfin dès que tu sais lire quoi. C'est pour forcer, en gros, c'est pour forcer vos petits frères et vos petites sœurs à connaître Captain Tsubasa. Voilà. Ça, c'est juste le bon moyen. Et au passage d'ailleurs, il y a l'animé comics de la nouvelle série aussi qui est sorti. Là aussi, les animés comics pour les plus jeunes, c'est bien aussi quoi. Mais sinon, pour vous, prenez la série principale de Captain Tsubasa qui existe toujours. Dernière chose dans les rééditions cette année, et non des moindres.
Yu Yu Hakusho est de retour. L'autre manga de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Le premier, ouais, il est de retour dans une édition rafraîchie. C'est un manga vraiment culte. Vous verrez quand ça va sortir, c'est fou, tout le monde va en parler. Nous aussi, évidemment. On va se jeter dessus, ouais. C'est génial, c'est sorti en 1990 au Japon. Ça aussi, c'est pas tout jeune. Yu Yu Hakusho, c'est pour le mois de juillet. Un petit point sur l'édition. C'est une édition rafraîchie. En gros, ils refont la maquette, ils refont la trad. Parce qu'en fait, Yu Yu Hakusho c'était toujours imprimé mais sauf que c'était une vieille trad, une vieille maquette et que à un moment donné on peut remettre aussi les choses au goût du jour. Format comme Slam Dunk. D'accord, oui, je vois. Voilà, dans cet esprit là, et ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais d'édition super luxe machin, c'est juste qu'en tout cas ils refont une édition normale, on va dire. Ils appellent ça Star Edition, mais c'est une édition plus propre, voilà, rafraîchie en tout cas. Et donc Yu Yu Hakusho ça sort au mois de juillet. Dans les rééditions cette année, faut pas qu'on oublie une chose, c'est encore une vague de rééditions de Osamu Tezuka. Robin, Julie, vous nous avez chacun concocté une petite liste de 5 bouquins de Tezuka qui vont sortir là sur ce début d'année. Julie, on a quoi par exemple ? Il y a le Search and Destroy, donc revu par Kaneko. On a également Phoenix, qui va revenir. Un Phoenix, Ambassador Magma et Metroid S, ce sont 2 titres que moi je n'avais jamais vu ni entendu parler. Donc c'est de la SF revisitée pas revisitée, mais donc la SF de Tezuka des années 70. Donc plutôt fin de carrière, quoi. Plutôt fin de carrière, voilà, exactement. Donc le trait aussi est intéressant à analyser et les histoires évidemment. Voilà. De toute façon, Tezuka, on va vous en reparler dans la prochaine émission. Voilà, ça c'est dit. Robin, toi aussi, tu peux nous lister quelques Tezuka que t'avais mis de côté ? Ouais, moi j'avais mis de côté Tezukomi, c'est un collectif de chapitres spin-off sur des œuvres cultes de Tezuka revus par des auteurs contemporains et internationaux, parce qu'on a des auteurs français dans le lot aussi. On a les leçons particulières d'Osamu Tezuka, donc ça c'est plus un espèce de guide, comme le dit son titre, si vous voulez apprendre à faire du manga par le plus grand auteur de manga de tous les temps, voilà, ça va être réédité. Il y a des phrases de fou dedans dans les leçons particulières. Il y a prenez un crayon, prenez une feuille. Décidé. Voilà, vous êtes mangaka. Il commence comme ça à des moments, tu fais waouh, où je suis là. Non, mais voilà, moi ça je l'ai jamais lu celui-là, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. On va avoir Ayako, donc pas la réédition parce que ça on l'a déjà eu, mais là on va avoir une version de cette histoire de Tezuka transposée dans des temps modernes par l'auteur Kubukurin. Et on va avoir Dororo aussi, donc mais tout ça comme disait Max, on en reparlera dans l'émission spéciale Tezuka, quoi. Exactement, on va se poser une question sur Tezuka, on va se demander par quoi on commence si on veut lire du Osamu Tezuka. Bonne question. Par quoi on commence? Est-ce que c'est grave? Et puis on va se poser d'autres questions. Est-ce que c'est grave de pas aimer? Est-ce que c'est grave de pas réussir à lire du Tezuka? Enfin voilà, on va essayer de se poser ce genre de questions puisque forcément sur des bouquins qui ont 50 piges, c'est pas toujours évident. Et puis sur une œuvre aussi folle et aussi fleuve que celle de Tezuka, par quoi commencer, c'est pas évident non plus. Le père du manga, clair. Est-ce que vraiment c'est important? Bah oui, c'est bien pour ça. Hein, on est d'accord, Johnny. On va garder un œil sur quelques autres mangas en attendant pour conclure cette émission. Je vous dis le nom des mangas, puis vous me dites ce que c'est en 3 mots. 2 ou 3 mots, ok? Oh là là. Olympia Kyklos. On suit un peintre de l'Antiquité qui se retrouve au Jeu de Tokyo en 1964. Non, c'est fini. C'est le Mari Yamazaki verse, mélange passé de présent avec des quiproquos et de l'histoire. Et des Jeux Olympiques. Ah ouais. Et des Jeux Olympiques. Oui, Mari Yamazaki pour Tamae Romae. C'est ça. Voilà. Si je vous dis Rilakuma. Alors c'est grosse licence inventée en 2003 par le designer Aki Kondo, qui n'est pas la sœur de Marie Kondo, attention. il y a 14 albums au Japon actuellement, et c'est une grosse licence tout en couleur pour les petits et grands qui apparaîtra chez l'éditeur Nové Graphics. Si je vous dis End en 3 mots normalement, 4 ou 5 si tu veux. Marie Okazaki. C'est un manga de Marie Okazaki qui est son lot de fans en France. Bah oui. Série en 8 tomes, une héroïne battante qui va essayer de s'imposer dans un monde où les hommes dominent forcément le Japon, puis elle va essayer de monter sa boutique et de faire preuve d'indépendance. Si je vous dis Dr Stone Reboot Byakuya. Oh là là. Ça c'est le spin-off de Dr Stone.
dérivé entièrement réalisé par Boichi, et c'est l'histoire du père de Senku. D'accord. Et quel est son plan pour revenir sur Terre. Oh là là, il fait lui-même ses spin-offs. Exactement. Ouais, c'est ouf quand on y pense. Un manga de chez Panini qui s'appelle Alma. Je vous conseille de garder un petit œil dessus. Un seinen de SF. Ouais, seinen de SF en 4 tomes. Allumez vos piles. Gardez un œil là-dessus. Hein? Oui, c'est Sister Act, c'est pas grave. Très bien, merci. Si je vous dis racaille d'un autre monde. Alors c'est les racailles de l'autre monde. C'est chez Kiun, c'est un isekai, c'est très what the fuck, très bourré de clins d'œil, de clichés littérature genre fantasy isekai, et c'est un gros détournement des clichés pour mieux les réutiliser. Non, alors je vous fais quand même le pitch parce qu'il est vraiment drôle. C'est une racaille qui va être le boss de toutes les racailles, sauf qu'il va y arriver très vite et il n'y a plus rien à faire de sa vie. Donc voilà, au moins ça passe dessus. Il va se transporter dans un autre mode et voilà. Cette année on aura aussi Chandra As à surveiller, un petit manga bouclé en 3 tomes. Je sais qu'il y a des fans de séries courtes. Donc là on a des histoires de héros légendaires oubliés, trahis, qui reviennent pour faire une petite mise au point façon bagarre. La bagarre. The Fable. Auteur inconnu en France, Minami Katsuhisa sera publié chez Pika Édition. Baston humour, c'est vraiment une voilà. Enfin. Non mais il y a 22 tomes qui complètent la série. Il y a eu une adaptation film live en 2019. Ça va être une bonne série. Très bien, avec de la bagarre bien évidemment, et de l'humour. Zomsan. Ouais, c'est encore moi, mais ça s'arrête plus. C'est chez Kana, auteur très connu, hein, bien entendu, parce que c'est au scénario Haro Aso qui a fait Alice in Borderland, Eye Closer, voilà, série adaptée sur Netflix pour Alice in Borderland. Oh, tiens, il y aurait pas une prochaine émission avec Alice in Borderland? Ah oui, tiens, faudrait qu'on fasse ça. Ah oui, ça me dit quelque chose. Faut que je finisse rapidement. Et au dessin, Takata Kotaro, qui est aussi le dessinateur de Moi Sherlock chez Soleil, le tome 1 paraît en mai. Dans l'émission Shopping List. Ouais. Zome 100, donc ça sortira aux éditions Kana. On reste chez Kana d'ailleurs pour un dernier bouquin, Kowloon Generic Romance. Là aussi c'est du shoujo par l'auteur d'Après la pluie, Jun Maizuki, et récemment dans le top 3 du Kono Manga Gasugoi. Ça a l'air très chouette, Kowloon Romance. Ouais, mais ça a l'air très assez étrange quand même à aborder. Et donc il y a de la romance bien sûr, mais c'est très slice of life. Et bon, l'auteur donc Maizuki Jun nous avait quand même habitué à ce sentiment, tu sais, d'être un peu flottant, de nostalgie. Et là, ça s'applique donc à une espèce de couple qui évolue dans une cité labyrinthique. Et qui sont agents immobiliers. Ils sont toujours là à répondre aux envies, aux désirs de leurs clients, et ils se posent la question, est-ce que ça va convenir ou pas? Ouais, et ils ont chacun une marotte. Il y en a un qui aime les vieux boui-boui, pendant que l'autre aime la modernité. Exactement, donc qu'est-ce qu'il emporte? C'est le genre de bouquin où tu dois te laisser emporter. Ah oui, je pense, complètement. Si tu veux l'attaquer et maîtriser le bouquin, non, c'est l'inverse. Oui, tu dois te faire maîtriser par le bouquin. On s'allonge et... Voilà, on a fait une cinquantaine. T'en avais encore d'autres? Non, mais comme j'avais 3 mots, j'ai carrément oublié de dire les 3 autres que j'avais. En fait, je me suis rendu compte que Haro Aso, le scénariste d'Alice in Wonderland, il était l'assistant de Makoto Raikou de Gashbel. Et je savais pas, mais ça m'étonne pas du coup que j'aime bien ce mec. Ah, tu vois. Voilà. C'était pour vous le dire. Merci beaucoup Johnny, ça m'a fait très plaisir. Émission très lourde. Ouais, désolé. On a parlé de 15 milliards de titres, on s'est pas trop posé pour en discuter parce qu'on voulait évidemment faire une liste la plus complète possible. Il y a d'autres titres qui n'ont pas été annoncés. Il y a d'autres titres qui sont attendus au Japon, en tout cas qui font du bruit sur internet. Je pense à des titres du Jump ou du Jump Plus, tu vois. Monster 8, Undead Unluck, Phantom Cirque, Cuckoo's Fiancé, la suite de Kenshin, chaque année j'en parle. Voilà, autant de titres qui n'ont pas été annoncés et qui ne seront peut-être pas publiés cette année ou alors en fin d'année. Mais bon, ils le seront tôt ou tard, hein, quand un blockbuster, quand un manga cartonne au Japon. Il y a quand même maintenant de fortes chances qu'il sorte en France. Ouais, sauf s'il s'arrête au bout de 14 chapitres parce que c'était trop tôt pour lui. C'est pas un énorme manga. C'était énorme sur les 13 premiers chapitres. Tu parles de Samurai 8 en fait. Non, tu parlais de quoi? Non, je parlais de le truc le Ghostwriter, je sais plus quoi. C'était pas un énorme bon. Ouais, ça avait fait sensation, mais très vite Ghostwriter Paradox. Voilà, Ghostwriter Paradox. C'est le nom du bouquin. Non, effectivement, celui-là, il est pas encore prévu en France. Bon, on sait jamais, ça peut arriver tôt ou tard.
Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi cette émission. Dites-nous si c'était pas un peu trop dense. Ouais, non, là il y a trop d'infos. Désolé. Hein. Ou alors prenez des notes en même temps. Nous, on n'a pas mangé ce matin exprès pour faire cette émission. Exactement. Et voilà quoi. Ouais. Merci Robin. Écoute, bonne suite de quarantaine. Eh ben merci. Tu nous tiendras au courant. Tu nous tiendras au courant si t'es malade pour toujours, si on doit te couper un bras ou ce genre de choses. Hein. Ah bah de toute façon, le temps que les auditeurs écoutent, je serai déjà sorti d'affaires et de toute façon, on sera probablement tous reconfinés, donc on partagera tous. Voilà, t'es à l'avant-garde non, comme mais toujours. T'inquiète pas, on te recontactera. Oh, sympa. Bravo. C'était la meilleure blague de Johnny de cette émission. Vous écoutiez la 5e de couve. Merci, ciao, bye bye. Bisous. Merci. Salut, ciao.